les poires du Panthéo-Vortex, tu vois, sont là. Ouais. Le fruit de la sensualité. Parce qu'une pomme, et singulièrement, ça c'est un truc, je ne sais pas comment on va traiter ça, parce que la pomme du paradis perdu, elle croque. Oui, c'est vrai. La poire, elle jute. C'est ça qui est merveilleux, je trouve. Et le blanc n'est pas le même. Le blanc est granuleux. Oui, c'est ça. Oui, il y a des petits grains, ouais. Il y a des petits, merveilleux petits grains qui craquent sous la dent et qui nous... J'ai envoyé la charge au musée de l'homme à Notre-Dame. Et en fait, les statues de la Vierge, il y en a une qui est marquée avec l'enfant Jésus qui tient, avec le Christ qui tient un croissant. En fait, on passe derrière la main et c'est une poire. J'en ai trouvé une autre, et je lui ai envoyé la photo. En fait, il tient une poire. Il tient une poire. Les poteries sont belles, hein. Putain, les poteries sont magnifiques. Ouais. Quel merveilleux tableau. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? À la fois l'audace de sa composition, le rappel du japonisme, quoi. On sent une inspiration très orientale, asiatique. La gamme de couleurs, qui est la gamme lumineuse qu'il retrouvera jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas où est-ce qu'il était quand il a peint ce tableau. C'est indiqué, tu crois? 1889. Mi-organique, mi-animal. Ouais, et puis c'est étrange cette chose qui est sur le côté là, on ne sait pas trop ce que c'est. Peinture panthéiste, mystérieuse, effectivement, il y a des éléments mystérieux. Puis alors une audace de la composition, c'est la vie, on sent la vie qui pilote, quoi. Rien n'est figé, le tableau bouge. C'est un tableau. Ah oui, mais il est beaucoup plus tôt. Parce qu'on trouvait. On voit bien qu'en l'espace de 10 ans, il a conquis une liberté, y compris chromatique, qui se voit moins sur ce tableau-là. Ouais. Encore que le petit mauve derrière est magnifique. Le petit mauve du fond, la touche qui danse. Bon, les impressionnistes, hein, qui sont. Ouais. Pas moi. Non. C'est magnifique. Gauguin ne procède pas par le système classique du report de points à partir d'un modèle. L'observation montre qu'il a d'abord tracé une ébauche de son œuvre au fusain. À partir de ces indications, il a commencé à tailler sa composition. Gauguin a volontairement laissé les traces d'outils bruts sur le relief, sauf sur le corps sensuel de l'ondine qui est lisse et poli. L'orientation des traces montre que Gauguin a travaillé à plat, en tournant autour du relief, tenant l'outil de la main gauche. Il allait de la gauche vers la droite. Vous avez le point de démarrage et vous allez évacuer le courton vers l'extérieur. L'observation du relief met en évidence une alternance de phases de taille et de peinture. La position de discrets remots dorés apporte une préciosité inattendue au relief. On les retrouve à la même période dans les céramiques de Gauguin. Dans le fait de tailler, apposer une polychromie, puis retailler derrière
c'est elastogénique, ça. Ah ouais. Ouais, parce qu'on s'attend à l'inverse, on s'attend à la nature est matrice, l'esprit est matière. Et curieusement, il le formule, c'est cela, s'écria Gauguin. Il a raison, et c'est elastogénique. Ouais. Pour toi, l'esprit est très formateur, l'esprit imprime la matière. Il la spiritualise, il la fait vivre, il la sensualise, il l'élastogénise, il la rêve, il la désire. Pensée magique, tu disais ? Pensée magique, l'esprit qui mute. L'esprit, singulièrement pour un artiste, l'esprit qui se prolonge dans sa main et qui est le plus court chemin pour la mutation de la matière. L'esprit, c'est toute l'histoire de l'art, ce qu'on dit là. C'est juste l'histoire de l'art. Ouais. L'intention des artistes d'irriguer de vie la matière inerte. C'est une intention que tu partages aussi, évidemment. J'essaie. Tu t'entraînes. Chaque artiste n'est qu'une tentative, mais en tous les cas, c'est mon axe lumineux. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu te rappelles les premières fois où tu as rencontré Gauguin ? C'est-à-dire que Gauguin, c'est pas compliqué, c'est pour moi l'aboutissement ultime, l'état à la fois primordial et en déploiement de ce que doit être un artiste, c'est-à-dire un sauvage d'un très grand raffinement. C'est-à-dire la force animale, sauvage, brute, sexuelle qui vit en nous et qui enlace le monde avec un très grand raffinement coloré de composition, d'invention, qui se laisse aller au vertige, au recoin, au prodige de l'esprit. C'est-à-dire, pour moi, c'est la figure absolue de l'artiste. Le sauvage, y compris dans ses manières, qui brutalisait les gens qui se conduisaient mal, qui n'hésitait pas à gifler les marchands. Il était docker à un moment de sa vie. Donc une espèce un être un peu fruste dans ses manières et incroyablement raffiné dans son toucher, dans sa couleur, qui se laissait porter par ce qui vivait en lui, par le flux élastogénique de son être. Vraiment, c'est une figure d'artiste pour moi qui est extraordinairement inspirante, qui est une sorte d'aboutissement total. Moi, évidemment, je n'ai pas le quart du dixième des moyens, mais si j'avais le choix, c'est un tableau de Gauguin qui vivrait à côté de moi. Lequel ? Il y en a beaucoup. La période de Pont-Aven me plaît parce qu'on voit la naissance d'un être qui s'envole, c'est le début de l'envol. Mais évidemment, les peintures lumineuses de la fin de la vie qu'on va évoquer dans notre film, là, qui est la quête du paradis perdu, alors que déjà il sait que c'est un mythe, le paradis n'est pas sur terre, même si on Marquise à cette époque, on ne devait pas en être bien loin, et qu'il pouvait, tentant de s'en saisir, approcher l'essence même de l'art. La dernière période peut-être, oui, je pense à des tableaux là, qui défilent, mais ce qu'on va voir tout à l'heure, je crois, au rez-de-chaussée, les tableaux de la dernière période qui sont d'une liberté dingue. Ouais. C'est marrant que des artistes se libèrent à la fin de leur œuvre. C'est marrant que ça commence par une sorte d'académisme qu'ils vont déconstruire au fur et à mesure. On a ça chez Picasso aussi, je trouve. Quelque chose qui a atteint une sorte de liberté. Ouais, parce que la liberté est un courage. Et conquérir la sienne propre, tournant le dos souvent au courant qui traverse son époque. Il faut beaucoup d'audace et des gens comme Gauguin qui étaient en plus abandonnés de tous, à part quelques intellectuels J'ai noté que deux gars avaient acheté des tableaux de Gauguin. Deux gars qui étaient quand même une sorte qui était l'art établi, de sommité. Il avait compris qui était Gauguin et la tentative de très grande pureté qu'il avait toute sa vie inspiré, quoi. Et il avait acheté des tableaux de Gauguin, mais il n'a pas eu beaucoup de soutien. Ouais.
quoi. Il est libre. Regarde ses mains gigantesques avec ses tout petits pieds. C'est des mains pour se saisir du monde, ça. Ça n'a plus rien à voir avec le personnage qu'il est. Tu vois? C'est les mains qui vont enlacer le monde. Et les pieds sont tout petits, même les épaules inexistantes. Le prolongement, c'est la main qui va pas. Je sais pas ce qu'elle prend, mais on a l'impression que c'est un pinceau. Tu as l'étude ici. L'étude ici, le même personnage est là, mais un peu caché. C'est merveilleux ce désir qu'il avait de projeter son imaginaire sur des meubles les plus simples. Il fallait les sculpter, les peindre, se saisir du monde. C'est merveilleux ça, et on voit bien que c'est pas fait avec des outils, vraiment c'est fait avec un couteau, un vague burin, peut-être tout ça est très grossier, mais très imaginatif aussi, mystérieux, il y a des tas d'éléments mystérieux. C'est beau ce meuble. C'est hallucinant ça. Les fleurs, Les les tournesols. femmes, le soleil, la nudité de la femme, le désir. Dans un espèce de... C'est comme une divinité panthéiste, Carré. Rectangulaire. avec ces arabesques qui vont se saisir d'elle, tu vois, l'enlacer peut-être. Oui, parce que ce qui est magique, c'est ça, quoi. Ah oui. On se demande ce que c'est. Il y a souvent ça chez Gauguin, des formes énigmatiques Ouais. qui évoquent un monde, et alors ça on voudrait bien... Peut-être l'élastogénèse, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui vient à la fois des fleurs et qui vient à la fois du mouvement qu'elle pourrait faire, quelque Oui. part. Hein. Puis qui cherche à enlacer, hein. On voit bien, on a l'impression Ouais, d'un... on dirait le... Voilà. Pour toi, Gauguin est un peintre élastogénique. Ah oui. Ah Qu'est-ce bon, que attends. qu'est-ce qu'on entend par là, alors? Bah, d'abord, il est très souple. Il n'est pas ni freiné par l'académie, ni enquisté par le besoin de composition et de réalisme de ses compositions. Il a une gamme de couleurs qui est très élastogénique. Alors, on voit bien qu'il est cultivé, qu'il connaît l'histoire de la peinture, y compris de la modernité. Il était pistard des artistes de son temps. C'était un fou de peinture. Il n'était pas du tout fruste dans sa connaissance artistique. Et puis, il s'en sert, il recycle tout, quoi. Il recycle tout ce qu'il voit, il recycle le meuble qui est dans sa cuisine parce qu'il a envie de l'intégrer à son monde. Il recycle ce qu'il voit, il recycle ses rencontres. C'est pas un hasard s'il s'est retrouvé avec Van Gogh. Il aime les flux, il aime que ça danse, qu'on associe, il cherche une synthèse. Il est fluide, tu vois. C'est une théorie de la souplesse. Et c'est en ça qu'il est élastogénique. Puis alors il était traversé, mais ça se voit là, ça se voit dans tous les tableaux d'ailleurs, il était traversé par un mode de pensée magique, vraiment. Ah oui? Tu le vois où, là? Ah ben partout, regarde la manière dont... Il ne peut pas s'empêcher d'être Gauguin, quoi. C'est ça qu'on pourrait le dire à l'envers. Il ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le traverse, qui doit s'exprimer sur sa toile, mais qui fait fi de l'académisme, y compris des courants de son époque, même s'il s'en sert. C'est un fleuve qui enlace, quoi. C'est une belle expo, hein. Magnifique. Il y a Samira que tu as déjà rencontrée qui dit « L'art commenté par un artiste, ça change tout sur le regard que l'on porte sur les œuvres. » C'est Ah. en direct, on est en direct. C'est gentil.
C'est-à-dire que regarde le pot là, il est incroyable ce pot parce que c'est un pot à eau ou un pot à vin, peu importe, mais on sent bien qu'en tous les cas il est destiné à transférer des liquides. Ouais. Et curieusement, il devient le liquide qui transporte. C'est une source ce pot. Tu vois? C'est une sorte de source éternelle. C'est-à-dire c'est toujours la main de l'artiste qui désire le monde, quoi. Il y a du désir en permanence. Ça se voit dans toutes les œuvres. C'est une célébration de la vie à travers le désir. Il appliquait ensuite de l'encre noire sur une autre plaque de verre afin de transférer une seconde couche d'encre sur l'image. Il dessinait avec une autre couleur pour distinguer les anciens. On sent un truc dans tous les tableaux aussi, je trouve, c'est qu'on sent l'urgence de faire le tableau. Ah oui. Tu vois, il n'était pas dans la... Sans doute, il essayait de faire un tableau qui lui convenait et plus ou moins, surtout à cette époque, il était quand même dans la quête d'une certaine idée du chef-d'œuvre en tous les cas. Mais on sentait bien que cette urgence le déplaçait très vite vers un autre tableau, puis un autre tableau, et un appétit de se saisir du monde, des objets, des poteries, des vanneries, de tout. Enfin, il s'est saisi de tout ce qui est autour de lui, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il enlaçait le monde. De toute façon, les peintres, les grands peintres, c'est ça. C'est une impossibilité à faire autrement que d'enlacer le monde. Mais ils sont pris aussi par le monde. T'enlaces le monde parce que le monde t'enlace. C'est ça. Ben, regarde le flux là. Et en effet, c'est sans doute l'eau peut-être dans son esprit. Je ne sais pas, les flots sans doute. Et en effet, ils sont très bruts, très rustiques. Et le corps de la femme est très élastogénique, il est lissé, poncé. Oui. Il est d'un autre traitement. Soyez mystérieuse. C'est une belle injonction. C'est une belle injonction, restez-le surtout. Vous êtes resté. Quelle exposition, c'est merveilleux. Ouais, c'est magique. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qui te plaît là? La touche, la manière où on a l'impression que le pinceau lèche le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout bruisse, les voiles, elles n'ont même plus d'entité, c'est comme des feuilles, elles bruissent, tout bruit. Regarde, c'est étonnant. Il lèche le monde, Gauguin, quand il peint. Pas beaucoup de photos de lui, on n'a pas grand chose de lui. Non, il y a peu de choses qui nous sont parvenues. Ce que je désire, c'est un coin de moi-même encore inconnu. Toujours cette idée d'une quête sur son identité propre qui se dérobe tout le temps. Ouais, sur ces territoires cachés. La fille en haut est incroyable. La fille en haut à gauche. Il y a toujours un élément de mystère, un élément étonnant. Ouais. Inquiétant aussi. Oui, il y a quelque chose de symboliste dans cette peinture. Il y a un monde double. Cette idée que évidemment on peut s'approcher d'une manière gourmande de la réalité, traiter le réel avec sensualité, mais ne pas oublier qu'il y a des paramètres mystérieux.
inaccessible, qui se convoque furtivement. C'est un visage, c'est une présence furtive. Elle peut disparaître sous la table à tout moment. Oui, on voit qu'elle aussi. Oui. On a un peu le même genre là. La même personne. Oui, c'est un peu le même visage, c'est peut-être la même fille d'ailleurs. Comment il s'appelle ce tableau? La vendange. La vendange. Regarde ça. Il désire tellement la vendanger que le paysage est déjà rouge comme le vin. Samira qui demande, sauriez-vous expliquer pourquoi Gauguin pince ses personnages de dos ou profil et rarement des visages? Ben là, en l'occurrence, c'est un peu le contraire. C'est on a un visage qui est central. Mais qui est énigmatique. Il est vert. Il est perdu dans la rêverie, dans une sorte de rêverie qui l'inquiète parce que les doigts sont serrés. Ouais. La main, d'ailleurs, est une sorte de nœud. Ouais. On sent un visage qui est traversé tout de même par des interrogations. Très beau, peur. c'est une sensualité. Oui. Et il y a effectivement des êtres qui travaillent. Peut-être pour les hommes de cette époque, s'emparer du monde, se saisir de sa beauté, c'était lié aussi au travail. Il fallait arracher les plantes, gratter la terre, pêcher, toucher les poissons. Oui. Merci Laurélie. Ouais. Gauguin l'alchimiste. C'est pas mal le titre de l'expo parce que c'est vrai qu'il posait l'art et la peinture en termes de symboles. Et que sans doute il essayait de muter la matière, comme le font tous les artistes, il me dira, mais de la spiritualiser, mais de la muter au sens de se servir de l'éblouissement pour trouver le secret du monde. Il y a une quête du secret, je trouve, dans cette œuvre. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Une énigme qui est réhabilitée. Mais comment il faisait, nom de Dieu? Regarde ça. C'est pas truqué, si tu veux, quand tu es peintre et que tu regardes ça. Il n'y a aucun truc. Il n'y a pas de savoir-faire récurrent, d'éléments de style qui reconvoquent pour faire du Gauguin. On sent que le tableau, à chaque fois, est une aventure, une expérience ouverte, qu'il espère que ça le conduise ailleurs, un peu plus loin, un peu plus large, un peu plus fou, un peu plus fort. Dans tous les tableaux, on voit ça. Et puis, la touche, le tableau est effleuré, il peint vite, hein. Il peint vite, Gauguin. On sent, je suis sûr qu'il regardait plus ses tableaux qu'il n'intervenait dessus. Le bol est génial. Ouais, puis Il est là, en fait. Où ça? Alors voilà, Ouais. t'as raison. C'est un chant, c'est plus de la peinture, c'est un chant. Un chant. C'est un abandon, une sensualité, l'espérance des premiers temps, la pureté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quoi? Tu es jalouse? Et- C'est bon parce que le titre donne une sorte d'instantané aussi. Ouais. Hein, il sort le tableau de son éternité pour le ramener dans le moment présent, du coup proche de nous. Tu trouves pas? Ouais. C'est deux copines qui sont en train de bavarder et qui parlent d'amour sans doute. Mais les couleurs donnent une féerie, une ambiance absolument sensuelle et magique, quoi. Il y a quelque chose du regard de l'enfant sur le monde, quelque chose de l'ordre de l'émerveillement du regard de l'enfant sur le monde. Ce rose-là, sur lequel elles sont, rose, c'est...
il le fait cohabiter avec un rouge éclatant. Tu vois, ça c'est assez déconseillé par l'Académie à l'époque, du point de vue chromatique. C'est-à-dire que il fait fi de tous les conseils, de tout ce qui est... Il y a du vert, du rose. Il peint avec son instinct. Ouais. C'est pas truqué du tout. C'est pas du tout une peinture truquée. C'est pas du tout un talent instrumentalisé pour une intention, y compris théorique, tu vois. C'est une peinture qui va son chemin gaiement en plus, parce que les tableaux sont joyeux, ils sont magnifiques, ces tableaux, ils sont solaires. Qu'est-ce que tu appelles une peinture truquée? Un art truqué? C'est le moment, alors quand tu es peintre, tu le sens très bien, c'est le moment où les artistes ont identifié les fondamentaux et une sorte de vocabulaire qui porte, et qui est d'une certaine manière juste, qui leur permet de dire des choses nouvelles qui n'ont jamais été dites, etc. Et qui le déclinent, l'utilisent, le mélangent, tu vois, en font des productions, une production en plus. Et à un moment, il truque un peu parce que lui, il ne fait pas du Gauguin. Il ne cherche pas à faire du Gauguin. Il ne cherche pas à faire un tableau de plus. Il cherche à faire un dispositif qui va élargir toujours. Et c'est noble, c'est pur. C'est pas un hasard si ce mec il cherchait le paradis originel. Il savait que là, il y avait la source du monde. Et d'ailleurs, ces tableaux, on voit bien, c'est une quête de source. On a l'impression qu'il remonte le fleuve toujours. C'est fou. Qu'est-ce que tu regardes dans celui-là en premier? Qu'est-ce qui te semble très original dans celui-là? Qui t'attire toi personnellement? Ce qui me semble assez dément, je trouve, c'est ce chien noir là qui donne la touche, toutes les touches, les flux, tu vois, dansent autour de lui. On a l'impression qu'il vient de renifler, tu vois, quelque chose du monde et que du coup il y a des vapeurs qui sortent de lui. Ce chien noir, d'abord chromatiquement, il donne de la puissance aux autres couleurs. Il est au centre, ce qui est très bizarre. Le noir est rarement au centre d'un tableau. Et lui, il s'en sert comme un élément articulant et tout tourne autour de ce chien. Ce chien, il a la langue qui pend, tu as vu? Il a la langue gourmande, la langue qui renifle, il est prêt lui aussi à lécher, à goûter le monde. C'est une peinture qui est pleine de gourmandise, hein, non? Là aussi, on retrouve toujours cette idée d'un mouvement, hein, de quelque chose en magma, un truc magmatique un peu. Hein. Il y a du courant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça circule, même les palmiers là. C'est-à-dire qu'un peintre habituel aurait donné du mouvement à la mer ou à l'eau qui est derrière. On voit vaguement qu'il y a des vagues au fond. Il y a la barrière de corail sans doute qui est au loin et ce serait un peu focalisé là-dessus. Lui, non, le flux vient de la terre, vient du monde, c'est un flux enlaçant. C'est en ça aussi où il est élastogénique. Il peint, il se sert du monde pour peindre son désir d'amour qui vit en lui et qui est un désir noble, qui n'est pas un désir seulement des femmes. Ce ne sont pas des objets sexuels, les femmes qui sont là, ce sont des objets du premier jour, tu vois, des êtres du premier jour, de l'innocence. C'est magnifique, c'est magnifique, les tableaux du musée. Ah oui, pas très sympa. Il faut que tu choisisses, hein, Richard. Que je choisisse, ouais. Alors c'est quoi tes critères? Ouais, vas-y. Ce tableau-là, on voit bien que Matisse adorait Gauguin. Ouais. Je ne sais pas s'il a peut-être dit le contraire dans sa vie, mais je peux te dire que quand on voit ce tableau-là, c'est sûr que Matisse le connaissait. Ce
tableau est beau aussi. Hein. Qu'est-ce qui est magnifique? Comme tu dis, la modernité des coupes, le fait qu'il n'y ait pas du tout modelé sur les plans, tout au haut. Et puis alors, on s'autorise la couleur. Au niveau, enfin, tous les épices sont là. On ne fait pas de rétention. On veut célébrer le monde. Hein. La peinture. C'est en ça où il ne fait pas du Gauguin, tu vois, il y va, quoi. Puis toujours ce chien, l'animalité, les animaux ne trichent pas, jamais. Puis l'animalité domestiquée, donc quelque chose, un deal qui s'est fait entre la sauvagerie et l'humanité. Donc c'est ça. Ben, c'est ce qu'on disait de Gauguin lui-même était ça. Hein. Le sauvage pacifié par l'art. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai tout ce que je te raconte. Je te dis la manière dont Ah non, je mais ressens, c'est très la beau, manière c'est dont- très beau. Je vois le tableau peut-être De que... toute façon, c'est subjectif comme lecture, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, il n'y a pas de vérité scientifique. Qu'est-ce que c'est maintenant? Il y a un truc très bizarre. Quand tu vois ce tableau, la première chose qui te frappe, c'est que toutes les couleurs sont là. Ce qui est étrange d'arriver à faire un tableau raffiné avec autant de couleurs, c'est quand même étrange. Il ne s'interdit rien. Et puis par ailleurs, dans le ciel, il y a cette forme rouge incompréhensible qui danse autour de la tête de la fille. Alors est-ce que c'est une projection mentale de la fille? Est-ce que cette lampe de désir tente de s'emparer du monde? Ou est-ce que justement c'est une sorte d'élixir du monde qui rentre dans son esprit? Peut-être que c'est les deux à la fois. Et en même temps, elle cache cet animal qui est une sorte de salamandre, de lézard, de désir, qui a un fondement un peu horrifiant, un peu inquiétant. La salamandre qui est un animal de feu. Diabolique, qui est un animal de feu, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, dans les arbres, avec cette forme fantomatique, rouge, qui a deux yeux? Qu'est-ce que c'est que cet être qui vient inspirer le réel? Il y a toujours cette dimension mystérieuse et cachée, je trouve, dans tous les tableaux. Effectivement, plastique qui s'étend, qui s'étire, qui se confond, qui mélange. Tu vois, et elle a ce geste étrange de la main où elle repousse quelque chose, elle dit non, pas tout de suite, attention, pas si vite. Qu'est-ce qui la pénètre là et qui pénètre son esprit plus que son corps? Oh, putain, c'est super beau, tout est beau. C'est pas compliqué. Même le grain de la toile est beau. Puis alors, c'est pas marné, ça va vite. Hein. C'est peint. C'est dans le flux de la création. Il est là, il peint, quoi. Tu vois? Gauguin peint. Il se regarde pas peindre, il n'a pas le temps. Quoi. Il est pris par son tableau. Et là, il y a... Si j'envoie la photo, s'il n'y a pas un petit truc sur Ah oui, parce que... c'est ce tableau-là qui est au Japon. Ah oui, il est au Japon. Qu'est-ce qui est écrit là? Ils ont écrit, non, il y a Gauguin, ils n'ont pas écrit de... Je peux juste avoir un peu Tahiti, la voici avec sa race la plus belle du monde, avec la richesse inouïe de sa flore, de ses arbres, dont les noms disent déjà la beauté, mimosa et palmier, hibiscus, tamaris. Tu peux nous dire pourquoi tu es là aussi? Il y a une raison, non? Cinématographique. Oui, il y a une raison, oui. C'est que je voudrais, on m'a commandé, le France 2 pour tout le dire, a commandé 3 petits films sur le thème, c'est moi qui ai proposé, de faire un triptyque sur le paradis perdu.
qui se termine par Gauguin, qui était en quête de paradis, qui était allé très loin jusqu'à Tahiti, déçu par Tahiti, la civilisation avait déjà rejoint ces îles. Il a cherché un coin un peu reculé, il a trouvé des marquises. Il s'est installé là pour être au plus près, pour se pluguer au plus près du monde vierge, du premier souffle des temps. Et il a partagé cet éblouissement avec les Polynésiens qui étaient là. Et donc je voudrais que ce soit la troisième version, le troisième volet de ce triptyque sur le paradis perdu qui est impossible à retrouver. C'est un peu la thèse du triptyque, il est perdu à jamais. Et je voudrais l'évoquer à travers 3 grands tableaux. J'ai choisi de Monsieur Bertin, qui est un tableau d'Indre, qui est au musée du Louvre, un tableau de Cranach, qui est au musée des arts décoratifs, l'arbre originel avec Adam et Ève. Et j'ai pas mon tableau de Gauguin. J'en cherche un. Alors évidemment, c'est un tableau de la dernière période, là où on est dans cette salle. Il faut que je trouve un tableau qui me permette de raconter une histoire et qui en même temps dit la splendeur de l'œuvre de Gauguin et au-delà de la splendeur de son œuvre, de sa tentative éblouie. Parce que c'est quand même ça, Gauguin. Ça restera, et c'est ce qui fait de lui un très grand artiste, c'est pas une œuvre achevée, c'est une œuvre qui est très très complète pour ce qui nous comble, mais on sent bien qu'elle avait un potentiel de développement énorme, c'est pas une œuvre aboutie, et il aurait pu encore faire des grandes choses, peindre de très très grands tableaux, bon. Et du coup j'ai envie d'explorer ça à travers une fiction, c'est-à-dire de trouver des situations contemporaines qui, elles aussi, cherchent, tournent autour du pot du paradis sans jamais le dire, et qui peu à peu sont captées et d'une certaine manière résolues, et ce sera la dernière image du petit film, par le tableau de Gauguin reconstitué avec les acteurs du film. C'est ce qu'on va tenter de faire. Magnifique projet. On regardait tout à l'heure, parce que la fille, oui, il y en a une qui est l'autre déjà jaloux, ça veut dire que, tu vois, elles sont en train de... moi j'adore ce tableau, parce que, oui, bon, évidemment c'est un chef-d'œuvre, il est très plus Gauguin tu meurs, il a tous les grands fondamentaux de son œuvre, il est archétypique, mais aussi célébrissime, c'est-à-dire que je crois que le grand public, quand il voit ce tableau-là, reconnaît tout de suite Gauguin, et tout le monde est capable. Donc il appartient à l'inconscient et à l'imaginaire collectif, en tous les cas. Et puis il a un titre, alors que les thèmes sont éternels, des femmes au bord de l'eau, dans une clairière, on ne sait pas très bien où, on ne sait pas si c'est la Polynésie ou Pont-Aven, peu importe. Le caractère des personnages nous laisse croire que c'est des filles des îles. Mais il a ce titre qui nous ramène très exactement dans le moment présent, où manifestement ce sont 2 femmes qui sont dans la vie et le vertige émotionnel de la vie. Et d'un coup, il y en a une qui dit à l'autre « mais t'es jalouse ?» Alors elles sont en train de se faire des confidences de femmes sur un garçon qu'elles aiment. Elles parlent d'amour toutes les 2 sur la plage. Et c'est vraiment une image éternelle du monde, une image de bonheur, une image d'éternité. Et d'un coup, le titre nous ramène à l'instant présent et grâce au titre, nous inclut. On a envie d'y être dans cette conversation et d'une certaine manière, on y est. Oui, c'est vrai, avec l'interrogatif. Ah, oui, fei. Avec l'interrogatif de la phrase. Ouais. Tout à fait. On est presque en train d'attendre la réponse. Oui. Alors, la seule chose, c'est que c'est pas un tableau... il est très connu, quoi. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Gauguin. Ceci dit, Bertin est un chef-d'œuvre d'Indre. On est dans les grands chefs-d'œuvre de la peinture qui touchent l'inconscient collectif, quoi. Il est où, d'ailleurs, ce tableau? À Moscou. À Moscou. Au musée Pouchkine. Ah, c'est pas mal, quand même. Non? Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est sublime, monsieur. Il est quand même sublime. Et Yves, donc toi tu t'occuperais de la production de cette série de ce triptyque. Voilà. Bonjour. Donc qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? En quoi ça te... Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de travailler sur des chefs-d'œuvre
avec un grand artiste. Et un grand artiste contemporain, la force de la modernité grâce aux outils technologiques, comme le téléphone que tu utilises, Oui. c'est qu'on peut avoir quelque chose que n'ont pas eu les amateurs précédents, c'est la connaissance de l'intimité du regard du peintre, ce que tu es en train de faire. Et ce que j'espère qu'on fera avec ce triptyque qui va nous montrer à la fois des œuvres extrêmement connues, comme disait Richard, mais aussi son ressenti par rapport à ces œuvres, et évidemment qui va être en écho avec le ressenti du public contemporain. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est surtout travailler. Voilà, on a, à part le film par exemple sur Picasso de Clouzot, on a très très peu de choses sur un artiste au travail. Et donc, comme Richard va aussi travailler, c'est-à-dire qu'il va mettre sa création dans l'œuvre, dans ce triptyque, c'est aussi un film sur le travail de Richard, répondant à la question « Qu'est-ce que c'est pour toi que le paradis perdu ?» qui nous renvoie à nous tous. Qu'est-ce que c'est pour nous tous que le paradis perdu? Et pour toi, c'est quoi? Pourquoi l'image? Pourquoi l'image? Pourquoi l'image? Parce que je pense que l'essentiel est non verbal. Je crois que comme toutes les grandes histoires d'amour, comme la peinture, comme le sacré, ça ne passe pas par les mots. Donc, on va faire des images avec un grand imagier, comme on disait au Moyen-Âge, qui est Richard Texier. Super, très beau. Je vais faire une photo quand même. Toujours ce silence, je comprends pourquoi ces individus peuvent rester des heures, des journées assis, sans dire un mot et regarder le ciel avec mélancolie. Je sens tout cela qui va m'envahir. En effet, c'est vrai qu'elle change sur là, parce qu'il faut imaginer quand même que d'habitude, ils nous ont dit combien? 6 000 personnes par jour. 6 000 personnes par jour. Ça veut dire en permanence, il y a plusieurs dizaines de personnes. Tu vois pas, tu Oh, peux pas plusieurs, rapprocher- oui. pour rapprocher Tu d'un vois, c'est tableau, rempli, quoi. C'est rapprocher rempli. d'un tableau, il faut. Ouais. C'est ce regard panoramique qu'on a là. C'est impossible. Impossible. C'est juste impossible. C'est juste extraordinaire. C'est comment il y a des éléments de sa grammaire d'artiste, comment il les recycle entre guillemets de tableau en tableau. C'est-à-dire que tu vois, la plante qui est là, c'est la plante qui est là. Ouais. Tu vois, celle-là. C'est une variété très courante aussi là-bas, non? Oui, sauf que c'est exactement, du point de vue graphique, la même. C'est-à-dire que c'est exactement le même dessin. Du réalisme. C'est le même dessin. Il s'est servi, il l'a dessiné une fois, il l'a gardé dans ses cartons, et il en a fait des estampes, il en a fait... et puis il le met là, il le met là, et c'est exactement la même. C'est exactement les deux fleurs, les deux feuilles du bas, celle-là, les deux feuilles supplémentaires, c'est exactement la même. Il manque une, voilà. Mais sinon tu peux la coller sur l'autre. Oui, mais regarde, ce qui est très bizarre, c'est aussi cette forme en hauteur là. Oui. Alors, on devine que c'est un arbre, mais ça pourrait être un rocher, Ça pourrait être une corbeille de pommes. ça pourrait être un nuage. C'est une forme qui fait en tous les cas le lien entre le ciel et la terre, qui se conjugue, tu vois, avec ces rochers qui dégoulinent du fond. On sent que c'est de l'eau, mais peut-être que c'est un champ. C'est-à-dire, tout ça se mélange, danse, se coordonne. Là, il y a de l'eau parce qu'on voit un reflet. Peut-être le secret du paradis, c'est le mélange. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. T'as vu l'attitude qu'elle a en mangeant le fruit? Enfin, avant de manger le fruit. Oui, elle se demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que je dois vraiment y aller? Et t'as vu, elle est auréolée, celle-là. Oui, c'est ça. Elle est auréolée. Surtout quand tu regardes les corps, hein, du point de vue anatomique, ça ne tient pas. Tout est faux, sauf que c'est un mensonge qui dit la vérité.
Et celle qu'on regardait, le tableau qu'on regardait précédent, c'est exactement la même pose, en plus petit. C'est la fille qui est accroupie, l'autre est derrière, c'est celle qui est là-bas. C'est la même. Elle a un regard mélancolique en tous les cas, en mangeant son fruit délicieux. Oui, elle pense, hein, elle réfléchit, elle a des souvenirs. Elle nous dit que peut-être ce lieu tant rêvé auquel on voudrait tous accéder, y compris après la mort, le paradis, est peut-être un lieu où on regrette le chaos de la vie. Oui, l'autre a l'air de s'ennuyer même presque. Ouais. Je suis avec Richard Texier et vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, on est en direct, donc posez toutes les questions que vous voulez. Eau délicieuse. Navé, navé, mouais. Eau délicieuse. C'est cette eau-là peut-être. Ouais. C'est vrai qu'elle est enchanteresse parce qu'elle prend la lumière du monde, donc du coup, elle est tout sauf bleue, quoi. C'est une eau rose, une eau rouge, une eau orange. C'est l'eau de la peinture, c'est-à-dire c'est l'eau colorée de la palette du peintre. Ouais. C'est l'eau de l'enchantement, c'est l'eau enchantée. L'eau délicieuse, au fond, c'est encore une fois la source ultime qu'il lui faut rejoindre. La pureté originale, y compris de l'eau. Et la pureté originelle, je pense que Gauguin croyait à la possibilité d'un état premier, mental, y compris pour le peintre, que la vie nous a fait perdre, en tous les cas duquel la vie nous a éloignés, et qu'il s'agit par un moyen d'une très grande pureté comme l'art, de rejoindre. C'est en ça où le titre de l'exposition est pas mal, l'alchimiste. Peut-être se servait-il de sa présence au monde et de la matière qui mélangeait, et de ces blancs de titane qui sont pleins de plomb, et de l'or de certains rouges, pour refaire un parcours, un rétro-parcours, qui le ramène à l'éblouissement originel. On sent ça dans toute la peinture, moi je sens ça. Je le sens d'autant plus que j'y crois à cette thèse, qu'elle me porte aussi. L'art, et singulièrement l'expression, l'exercice de la peinture, rend meilleur. Elle te purifie. Et c'est ça l'alchimie. Il y a l'idée d'une quête aussi incessante, une quête de soi. Donc on croit quête du monde d'abord et qu'on comprend être quête de soi-même. Oui, quête de soi, tu as raison. Quête de soi dans le monde aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette affaire ? Et quels sont ces moyens prodigieux qu'on met à disposition, juste de la terre broyée, tu vois, du pigment, et qui d'un coup est un levier incroyable, un levier sensible, phénoménal, pour se saisir des forces en présence. C'est quand même, quand il pense, c'est quand même magnifique, c'est minimum de moyens, maximum de possibilités. Et d'ailleurs, le grand art, c'est toujours ça. C'est économie d'échelle tout le temps. C'est-à-dire, on va à l'essentiel, on fait beaucoup avec très peu, inutile de déclencher des grands moyens, quantité ne fait pas qualité, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'œuvre de Gauguin, c'est une peinture qui court. Il a un pinceau qui danse, qui lèche, qui court. C'est urgent. Il y a une urgence de finir son tableau, d'en faire un autre et d'en lasser le monde. C'est une urgence que tu partages ? Ben oui, je la partage avec de plus en plus d'acuité. L'âge qu'on a, c'est le temps qui reste. Hein. Et à un moment, il faut faire ce qu'on a à faire. Et un artiste, il doit se servir, non pas de ce qu'il sait, parce que ce qu'il sait ne lui sert pas à grand-chose pour aller plus loin, mais pour la conviction qu'il a, que j'ai, qu'il avait sans doute, qu'il existe un état meilleur de l'être, qu'il existe une zone qu'on peut atteindre, et que l'art, sans doute, est le moyen, c'est le véhicule. Moi, j'ai la conviction de ça, je le dis assez mal, mais c'est ce que je ressens, moi, depuis quelques années, et peut-être depuis toujours, sans me l'être jamais dit à moi-même, mais je vois bien que c'est ça que je tente, quoi. Le tableau, je veux dire, le tableau que je vais faire demain, qui n'est pas encore fait, c'est peut-être lui qui va me rendre meilleur, tu vois, qui va me déployer, m'ouvrir au sens de me dilater, de m'atomiser dans le monde, tu vois, de rejoindre au fond les forces, les puissances de vérité, de lumière, d'éblouissement. Moi je cherche l'éblouissement, je suis à une quête perpétuelle de l'éblouissement. Il n'y a que ça qui vaut le coup de toute façon, dans tous les domaines.
Qu'est-ce qui nous encombre? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ça si facilement? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il faut une vie et des douleurs pour Parce arriver à cette que pureté? les autres et le chemin qu'on fait grâce à eux nous produit aussi des enquistements, nous inculque des certitudes, des dogmes fondamentaux auxquels on croit. La société, elle tient sur des dogmes. On ne peut pas tous être Gauguin. Hein. Il n'y a aucune société possible avec que des Gauguins dans le paysage. Donc il faut des renoncements, l'acceptation de doctrines, de conditionnements qui font qu'à un moment, une société devient possible parce que c'est une suite de renoncements. Et donc l'artiste qui par définition est celui qui ne renonce pas, qui ne se plie pas, il a eu beaucoup d'ennuis avec l'administration, Gauguin, c'est-à-dire on cherchait à le réduire, sa présence même, la relation qu'il avait aux femmes, aux fruits, pas seulement avec son art, était subversive. Il était dangereux, il fallait le réduire. D'ailleurs, on sait bien que tous les pouvoirs totalitaires, la première chose qu'ils font, ils tentent d'empêcher les artistes de se réunir, pas nécessairement de peindre, mais de se réunir, de parler, d'agir, de diffuser ce message qui est d'une très grande puissance et qui est infiniment subversif et dangereux pour l'ordre établi, qu'est la liberté. Magnifique. Alors ton choix, quels critères tu vas avoir dans la tête pour choisir? Je voudrais que ce soit un tableau qui déclenche aussi une narration, où on est en vie, qu'il se passe des trucs off et qui permettent, alors ça on va en discuter avec Yves, parce que comme naturellement il n'y en a pas un qui s'est imposé pour le moment, je voudrais que le tableau qu'on choisisse, naturellement, convoque des trucs autour. Et c'est pour ça que les deux filles qui parlent de la vie et de l'amour là-bas me plaisent, parce que ça convoque toute une narration, on peut imaginer un background, des à côté, des labyrinthes, des personnages qui d'un coup se résolvent sur le temps arrêté du tableau, mais je voudrais qu'il y ait une situation dynamique que le tableau suscite. Et c'est pas toujours le cas, surtout pour moi. Celui-là là-bas, met mon imaginaire en marche. Ils sont tous très beaux, c'est pour ça que je dis. Hein. C'est que je dis que simplement, je voudrais en trouver un qui soit utile à mon imaginaire. Et je tombe sur l'un des plus connus. J'aurais préféré en choisir un peu moins connu, mais enfin pourquoi? Faut être fou. Joyeuseté. Joyeuseté. Oui, mais. Oui, joyeuseté. C'est joyeuseté, mais c'est. Ouais. Tu vois comme si on est en temps. Oui, t'as raison. C'est vrai que le tableau qu'on avait repéré au début, un des tableaux qu'on avait repéré, très dynamique, celui avec cette espèce de personnage de faune à l'arrière-plan. Ouais. Je ne sais pas si on le voit ici. Peut-être la chance. C'est vrai, moi à chaque fois qu'on passe dans une nouvelle salle, je me dis quelle chance. Évidemment, ça c'est juste une synthèse. C'est pas un hasard si c'est l'un des tableaux les plus connus. L'esprit veille. Qui est cette figure qu'on retrouve dans mystérieuse, inspirée par pas mal de figures de dieux qui brillent. Puis alors il est très pictural, il y a très peu d'effets. Il y va avec ce jaune d'or sur un fond indigo, là, on voit peut-être même des motifs un peu grimaçants, un peu pointus, saillants. Et puis cette fille qui rêve, qui désire le monde, peut-être. Puis là, il y a cette présence, ce spectre, un peu comme une statue du commandeur, là, qui est... Des yeux égyptiens. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle lui rappelle? C'est une angoisse. Elle a l'air quand même coquine. Tu crois? Elle a un petit sourire. Moi, je trouve aussi. Ironique. D'abord, elle nous montre ses fesses, qui sont magnifiques. Mais... Elle, oui, mais cette figure. Ah oui, non, là c'est pas si inquiétant que ça. Il y a une sorte de réflexion. Elle est coquine, oui. Elle sait qu'elle déclenche le désir. Ah ben oui, et la grande puissance qui va avec, celle de muter le monde. Et cette forme blanche, étrange.
Ce sont des éclatements, hein. C'est comme Ouais. des éclatements. On dirait une sorte de feu d'artifice pissenlit. Ou un souvenir des ballerines de Degas, tu vois, des tutus. Puis rien n'est trop travaillé, jamais, tu vois, ça va vite. Oui, Quoi. à côté, C'est beau, Authentique, c'est inspiré, entier. quoi. On sent que c'était un. Je sais pas s'il picolait, je sais pas, je connais rien de sa vie. Peut-être il prenait des herbes, des trucs, des champignons, j'en sais rien. C'est peut-être ces trucs en bas là. J'en sais rien, mais C'est louche. quelle beauté. La fille dans le désordre du monde, elle est protégée par ce linceul blanc là. C'est comme un temps arrêté, quoi. Le temps du désir est un temps arrêté. C'est le lieu, la scène, ici, maintenant, on désire le monde. Avec elle, on partage, on se mélange, on désire le monde. Du coup, la lumière est un peu éteinte tout autour. Si on plisse les yeux, tu vois, on voit juste la fille qui se détache sur ce lit blanc. Ouais. La lumière vient du désir, c'est peut-être ça qu'il nous dit. Le désir illumine. C'est vraiment quelqu'un qui a un répertoire de figures qu'il recycle. Comme il fait. Huile sur toile de jute. Il ne devait pas avoir d'argent pour élaborer des supports raffinés et du coup il peignait sur de la grosse toile et ça donne un grain au monde. C'est vachement plus beau que ce soit une grosse toile. Ouais, et qui est brute, quoi, qui est justement qui est Oui. une sauvagerie du support même. T'as vu les symboles un peu cabadéliques, les runes derrière là, Ah oui. les Oui, sceaux. qui sont des. Tu crois qu'on sait ce que c'est? C'est des écritures, ce qu'on trouve un peu dans l'île de Pâques, dans tous les archipels. Des sceaux Une bonne phénix. partie qui ne sont pas déchiffrés d'ailleurs. Les aïeux du terme. Oui, il y a une continuité, il y a une sorte de grand continuum des morts et des vivants. Et puis il y a des représentations dans la représentation. On imagine que les filles derrière sont peintes. C'est pas seulement une vision du réel, c'est une vision du monde. Tout est convoqué dans la peinture de Gauguin, non? Oui. Il y a une célébration de la vie, du réel, des fruits, des plantes, des animaux, de la splendeur du monde. Il y a aussi une réflexion qui est assez sombre et noire sur la vie, ce moment de lumière là, et quels sont ces passages, quelles sont les forces qui s'expriment avant, après, qui se manifestent pendant, les intuitions angoissées. Je pense que c'était un être très angoissé, très en recherche des secrets du monde. Et il y avait une peur en lui. Même son visage, hein. Regarde, son Ouais, on visage voit son exprime. visage. Et c'est vrai qu'il y a le même tableau que celui-là. Là. C'est fait sur la grosse toile, t'as vu, c'est une grosse toile de jute. Il peignait avec des moyens très très frustes. Elle est cousue là, on dirait. Regarde. Ouais. Singulièrement la toile de plus mauvaise qualité, il l'a pris pour faire son autoportrait. Dur, regard très dur. Oui. On peut supposer que s'il avait peint quelques dizaines d'années encore, il serait arrivé peut-être à une abstraction totale,
on peut imaginer, regarde, tu retires les personnages, là, tu gardes le ciel et puis cette partie basse qui est très abstraite. Il cherche la fluidité, là on voit bien tout ce mélange, tout ça c'est très élastogénique, toute cette partie du tableau, tu caches ça, regarde, toute la partie basse du tableau, là, c'est très élastogénique. On dirait les montres molles de Dali, ouais, presque. On ne sait plus si on est en 2 dimensions, 3 dimensions. Il aimait beaucoup l'eau, hein. Il aimait beaucoup peindre l'eau, et curieusement, l'eau reflète le monde, le transforme, l'étire. Oui, mais curieusement pas la mer. Tu vois? Ouais, c'est vrai. La mer est derrière, comme si elle faisait pas le poids. Elle fait, tu vois, la mer est secondaire, alors qu'elle est splendide en vérité sur ces terres-là. Mais curieusement, il a peint des sources, des petites étendues d'eau dans les terres. Il y a de la nourriture qui arrive, tu vois, et en abondance. Il y a 2 personnes qui la portent. Ouais. Et on danse aussi. Ouais. On est parmi les autres, on joue de la musique, on pêche, on court sur les chevaux. Et regarde ça, là, qu'est-ce que c'est que ce truc qui surgit là? Regarde cette touche là, paf! Pourquoi il a fait ça? Ça c'est un instinct de peintre incroyable. Il est dans son tableau, paf! L'éclat. Il se parlait à lui-même, beau gars. Cette touche, après, c'est un point focal. Ce qui est beau dans la peinture, c'est l'instinct, c'est ce qui n'est pas racontable. L'indicible. Tu peux raconter un tableau, mais tu le peins pas, tu le racontes. Non? Oui. Mais je comprends pas, tu es en direct là? Ouais. Il y a des gens qui nous regardent? Oui, tout à fait, il commence. Et qui nous écoutent, tu crois? Qui nous écoute, Samira qui dit « Un temps présent éphémère figé sur un espace terre éternel ». Magnifique. Quel bon moment, ils disent. Ouais. Merci, Oui. ça passe sur Merci à toi. Ouais, c'est en direct, c'est ma communauté, les indisciplinés. Là, je les ai pas prévenus, donc c'est ceux qui sont dispo à l'arrache. Et tu enregistres en même temps? Ça veut dire que ça tu peux le enregistre, rediffuser? oui, tout à fait. Merci, la peinture est un mystère, dit Kat. La peinture est un mystère, elle a raison. C'est même sa noblesse et sa folie. La peinture est peut-être même enfin bon, sans doute tu dirais la musique, mais la peinture est enfin moi je l'ai expérimenté, est un outil assez efficace pour dialoguer avec le mystère. En tous les cas, le chatouiller un petit peu. Et quelques peintres l'ont fait, et en général, les peintres qu'on connaît, je pense à Miro, je ne sais pas pourquoi en parlant, il nous a laissé des chefs-d'œuvre. Dès qu'on chatouille le monde dans le sens du mystère, d'un coup, on crée un bon allié pour la peinture. Ça, c'est de la frame. Vous êtes bien? Oui, ça va. Ça va? Oui. Vous préférez qu'il y ait du monde, non? Oh, les deux. Ça fait reposer les mains. Vous avez quelque chose dans l'attitude de Tahitien, de Joe Business? Bon, on va suivant, c'est d'ailleurs ne comporte aucune allégorie. Ça c'est chouette. Mon rêve ne se laisse pas saisir, ne comporte aucune allégorie. Poème musical, il se passe de libretto. Et donc on voit en transparence le dessin préparatoire qui sert en fait
la composition. Gauguin peint ensuite le corps doré de Valéromati et par petites touches juxtaposées les feuillages de l'arbre. Les couleurs laissent la texture de la toile très présente. La palette saturée de rouge, jaune et bleu, fréquente chez l'artiste, semble composée de vermillon, cadmium, ocre, de différents bleus et de lac. Il a envie d'avoir des belles couleurs, de bonne qualité, et il se plaint parfois qu'on lui envoie des couleurs qui ne sont pas aussi lumineuses et aussi de belle facture que ce qu'il souhaiterait. La couche de peinture est assez mince. Comme il l'indique dans une lettre, Gauguin évite de peindre en couches épaisses, facilitant ainsi le séchage sous le climat humide de Tahiti. L'artiste souhaitait garder une matière mate, brute, qui exaltait sa palette et sa technique. Il préconisait de ne pas vernir, et ce qu'il préconisait de faire sur les tableaux pour les protéger, c'était de mettre de la cire dans des solvants et de l'appliquer au chiffon. On s'est rendu compte qu'il y avait des vernis successifs et du coup, la décision a été prise de dévernir totalement la toile. Gauguin a peint à l'instinct, sans l'aide d'un dessin préparatoire, et modifié les formes et les plages de couleurs. L'artiste emprunte à sa grande composition, tout comme nous, que sommes-nous, où allons-nous, des éléments essentiels de sa toile Valéromati. La pose de la jeune femme et l'oiseau blanc, tueur de lézards, symbole de l'inutilité de la parole vaine. On se rend compte en examinant l'œuvre qu'il y a assez peu de superposition, la réalisation est allée relativement vite, il est assez peu revenu sur des teintes, des couleurs qu'il avait déterminées. Peignez vite. Nous voyons sur la toile en cours de restauration un rectangle au contour bien défini. Il s'agit de le bouquin qu'il a écrit, Ouais. qui est très étrange. Ça, c'est le catalogue de l'expo. Samira, visiter une expo avec un peintre et un philosophe, voilà une idée d'émission culturelle télé pour les chaînes publiques. On lance l'idée. Enfin, on a un peintre philosophe à lui tout seul déjà. C'est le tableau qu'ils ont nettoyé juste avant ça, non? Celui-là? Bah oui, j'ai l'impression. Tout à fait. Quoi d'autre? Oui. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est Victor Ségalen donc, qui a ramené ça. Il devait y avoir des tas de trous dans cette case. Elle a été photographiée, je sais pas. Maison du Jouir. Soyez amoureuses et vous serez heureuses. Il a gravé. Ah, j'ai vu. Très tactile, je trouve. Les corps, on a envie vraiment de les toucher. Ah, vraiment. Ouais, c'est Ah, c'est sa maison, regarde.
Où est-ce qu'il avait mis la maison du Jouir? Tu crois que c'est l'entrée là? Je pense. C'est une case. Ah non, c'est là, regarde. Ouais. C'est le premier étage. On n'a pas envie que ça s'arrête. Jour délicieux. On n'a pas envie que ça s'arrête, on en voit des plus beaux chaque jour, chaque fois, chaque heure. Ouais. Oh là là, il est sublime ce tableau. Qu'est-ce qui te plaît? Mais d'abord, là, du coup, c'est un tableau qui est très complexe. Et puis qui essaie pas de composer, je trouve. Il saisit un moment de la vie dans le chaos, un peu, le moment de la journée. On est en train de cueillir des fleurs ou des fruits. Il y a des conversations. On profite, c'est l'innocence. L'innocence du monde. On est nu. Il y a peu d'hommes. Hein. On n'en fait pas cas. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui regarde et qui peint. Tu as raison, il y a peu d'hommes. Il y en a pas. Est-ce qu'on en a vu des hommes? Là, peut-être c'est un homme, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Il a pas de robe, quoi. Il a un pantalon. Les couleurs sont inouïes. Il y a des mauves à côté de rouge, que des trucs qu'on t'explique quand tu commences à peindre qu'il faut jamais faire. Ça fait longtemps que toi, tu as explosé tous ces codes-là. Oui, oui. Tu mets même des pierres dans tes tableaux, du Oui. sable. Oui, oui. Oui, oui, mais Gauguin aurait pu le faire, ça. Tu vois, il était à deux doigts de le faire. Je me demande souvent, d'ailleurs, quand on voit des artistes qui nous ont quittés assez tôt, Qu'est-ce qu'ils auraient donné qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux? Tu vois, Picasso, il s'était promené à Horta del Ebro, là où il a eu la révélation du cubisme, avec un pote à lui, et pour accéder dans ces montagnes, il était parti avec un ami dont le nom m'échappe, là, qui n'était pas James Sabartès, qui était son pote historique, mais c'était pas celui-là. Et à un moment, il a dévissé, en empruntant un chemin un peu chaotique, il a dévissé, il avait quoi, 27 ans, par là, 30 ans. Et son copain l'a retenu in extremis par la manche de son veston. S'il ne l'avait pas retenu, à une fraction de seconde près, tu imagines ce qu'il emportait avec lui dans le gouffre. Moi j'y pense souvent, je me dis que Gauguin qui est mort à 37 ans, s'il était mort à 47, à 57, à 60, qu'est-ce qu'il nous aurait laissé? Je voulais dire Van Gogh, mais Gauguin, je ne sais pas quel âge il est mort. Donc il était un peu plus âgé quand il est mort. Mais tu te dis, tu as envie de voir les tableaux qu'il n'a pas peints, quoi. Je me suis reculé bien loin, plus loin que les chevaux du Parthénon, jusqu'au dada de mon enfance, le bon cheval de bois. Voilà mes amis, je vais vous laisser là car je n'ai plus de batterie. C'était un magnifique moment, je voulais vous le faire partager. On va d'extase en extase, mais j'ai plus que 3% de batterie, hélas. La cueillette des fruits. On va d'éblouissement en éblouissement. Ils sont de plus en plus beaux jusqu'à la fin. T'as pas fait ton choix? Oh si, je les prends tous.
Bon courage pour l'émission. Hein. Il les prend tous, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, choisir, c'est pas choisir, quoi. Le cheval blanc. Rien ne compte quand tu regardes bien. Il n'y a aucun élément qui prend le dessus sur les autres. Tout est faux, tout est arrangé à sa façon. Voilà, le corps des chevaux, tout est... Les lianes, les branches, on ne comprend pas l'espace tellement, on ne voit pas les surplombs, on ne sait pas si c'est une rivière ou un rivage, ou du sable, ou des montagnes, on ne sait plus. Tout se mélange. Les pieds sont trop petits ou inexistants, les bras aussi, tout est seul. Enfin, comment il fait cet homme-là? C'est un mensonge qui dit la vérité du paradis. On y croit immédiatement. On comprend bien qu'il dessinait pas avant, qu'il préparait pas son tableau, que ça s'arrange comme ça peut, quoi. Tout ça est fait dans l'urgence. Sauf que le tableau, il fonctionne. Tu peux dire au revoir aux indisciplinés, là, je vais devoir... Oui, merci. Merci infiniment. Bah écoute, c'est un beau moment, magnifique. C'est un moment qu'on a partagé tous ensemble. Magique. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc rendez-vous sur France 2, on ne sait pas quand encore. Oh, ce sera, je pense, à la fin de l'année, parce que il nous faut le temps de tourner les trois quand même. Ouais.